Bienvenue dans un voyage captivant vers la découverte de vous-même et l'exploration de votre plein potentiel dans ce podcast dédié à l'épanouissement personnel et à l'harmonie intérieure. Je suis Julie Desjardins, une entrepreneure passionnée aux talents multiples. Depuis plus de 25 ans, j'accompagne femmes, hommes, enfants, parents et grands-parents en quête de transformation et d'évolution. À travers chaque épisode, je vous invite à plonger au cœur de mes réflexions, de mes introspections, où je partage des moyens et des outils que j'ai découverts pour une vie pleine et épanouie. Vous découvrirez des conseils pratiques, des stratégies concrètes que j'applique moi-même au quotidien. Une dose d'inspiration pour libérer chaque aspect de votre être. Mon objectif est de vous aider à construire une vie éveillée, intentionnelle, consciente, riche, créative et productive. Vous accompagner à éveiller davantage votre conscience. Ne manquez pas un seul épisode et abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée et embarquez dans cette aventure vers votre meilleure version. Bonjour et bienvenue dans le podcast de Julie Desjardins. Cet épisode sera la première officiellement publiée. En fait, je dis officiel parce que j'ai déjà utilisé 2 petites démos, tests, projets pilotes, appelons ça comme on veut, auparavant. Mais à partir de cet épisode, ça pourra être officiellement les podcasts, les épisodes que vous pourrez rejoindre. Puis, je voulais aujourd'hui donc me présenter parce que plusieurs personnes qui vont écouter les épisodes de mes podcasts vont finalement pas trop savoir d'où je viens, qu'est-ce que j'ai comme bagage, etc. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment un temps que je voulais prendre avec vous pour vous présenter mon parcours, qui je suis, puis pourquoi, qu'est-ce qui a amené en fait mon parcours à vouloir partager là, à travers un micro, à travers le web, à travers le virtuel, à toutes les personnes que je vais pouvoir rejoindre, qui vont avoir envie d'écouter ce podcast-là. Fait que je commence par le début. Donc, moi, je viens tout juste d'avoir 50 ans. Je suis une personne qui a toujours voulu évoluer, grandir. J'ai toujours pensé que la vie, chaque journée, nous apportait des moments pour apprendre, des événements qui nous apportaient un petit quelque chose pour pas qu'on reste stagnant, pour pas qu'on reste nécessairement qui on est. J'ai toujours pensé que on se devait d'avancer vers une meilleure version de nous à chaque jour de notre vie. Puis c'est pas parce que la version de nous-mêmes la veille était mauvaise, mais je pense qu'il faut se servir de chaque événement de notre vie pour en tirer une sorte de leçon puis grandir. J'ai aujourd'hui un conjoint et 2 enfants adolescents. Puis mon parcours professionnel, c'est... en fait, j'ai commencé comme éducatrice spécialisée avant d'être officiellement formée là, et diplômée. J'avais commencé là, vers l'âge de 17-18 ans déjà. Même à 17 ans, je faisais du bénévolat avec des personnes qui avaient une déficience intellectuelle. Mais vers 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'avais commencé à faire des emplois dans le domaine là, avec des personnes avec des problématiques de santé mentale, des genres de résidences où ils pouvaient employer des personnes quand j'avais débuté mon parcours là, au cégep. Par la suite, j'ai fait justement une technique d'éducation spécialisée. En fait, mon premier cours au cégep, ça a été un deck en danse. Le deck en danse, pour moi, ce fut aussi très, très, très évolutif pour moi-même, là, dans le sens où tu sors de ta coquille. Là, quand tu fais un deck en danse, tu te dois de faire sortir par ton corps, par tes mouvements, parce que toi, tu ressens à l'intérieur, tu dois le faire vibrer à l'extérieur vers les personnes à l'extérieur qui te regardent. Donc, c'est tout un travail sur soi-même, là, faire un deck en danse, là, un deck étant un diplôme d'études collégiales, donc 2 années au cégep, où on fait tous les cours de base, puis après ça, on fait aussi une concentration en danse, où on fait à peu près 30 heures de danse par semaine, avec toujours la même classe. Puis toujours les mêmes profs, fait que ça a été pour moi cette période-là très enrichissante là, pour mon développement personnel parce que souvent tu vas être confronté à
à des limites face au jugement des gens extérieurs, puis même à tes propres jugements que tu fais sur toi-même, hein, d'abord et avant tout. Donc, ça a été ouais, un moment de ma vie très, très important là, qui a formé qui je suis aujourd'hui. J'ai rencontré des personnes fabuleuses aussi qui m'ont accompagnée dans ce trajet-là, puis pour moi, j'ai pris conscience avec le temps que ça a été des personnes super importantes. Donc ça, c'était mon premier deck. Après ça, une technique en éducation spécialisée que j'ai faite pendant 3 ans parce que je devais la faire à temps partiel puis travailler en même temps. Donc j'ai fait la technique d'éducation spécialisée et j'ai été éducatrice spécialisée pendant 8 ans. J'ai eu comme clientèle là, pendant plusieurs années. Bien, pendant 8 ans, en fait, j'ai fait de la santé mentale adulte dans un hôpital psychiatrique. Puis ça a été 4 ans temps plein, 4 ans temps partiel. Puis le 4 ans temps partiel, c'est parce que j'allais travailler aussi dans les écoles primaires comme éducatrice de jour. Puis le soir et la fin de semaine, j'allais à l'hôpital psychiatrique. Ce parcours-là comme éducatrice spécialisée a été aussi très riche parce que ça a été un moment où j'ai eu à faire des emplois qui souvent me laissaient seule avec moi-même, j'ai le goût de dire, ou seule avec mes propres outils, parce que quand on travaille avec, par exemple, un hôpital psychiatrique, bien, on est référé ou redirigé, je dirais, vers, par exemple, des appartements supervisés où on se trouve à être toute seule. Puis j'ai même fait le centre de crise à plusieurs reprises où j'étais toute seule le soir ou la nuit, où je faisais des quarts de soir, des quarts de nuit. Puis là, j'étais la personne responsable pour des personnes qui étaient présentes dans le centre de crise ou les personnes qui habitaient dans les maisons les foyers d'accueil. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'estime, de la confiance ou de ce qu'on doit se former à l'intérieur comme pour être solide puis affronter ça, puis pas avoir peur parce que ces personnes-là sont souvent très déstabilisantes ou, tu sais, quand ils se désorganisent un petit peu, bien, il faut être capable d'intervenir. Fait que ça a été quelque chose d'enrichissant, ça aussi, dans ma vie, ce parcours-là. En plus, j'ai eu la chance, quand je travaillais à cet endroit-là, de travailler avec mon père. Ça aussi, ça a été pour moi un cadeau de la vie. À certains moments, mon père était dans mon environnement. Là, c'était pas mon patron, puis c'était pas mon collègue, mais il était dans mon environnement de travail. Ensuite, j'ai fait à temps partiel. Donc, pendant que je travaillais, je faisais aussi mes cours d'universitaire de soir pour être travailleuse sociale. Donc, après ce 8 ans-là, comme éducatrice spécialisée, j'ai pu être travailleuse sociale et j'ai exercé le métier de travailleuse sociale pendant 15 ans. Aujourd'hui, je ne suis plus travailleuse sociale dans le sens où je ne paye plus mon ordre professionnel. Puis d'aller faire 15 ans comme travailleuse sociale, pour moi, c'était comme une continuité à ce que j'avais déjà fait comme parcours comme éducatrice spécialisée. J'ai travaillé dans un CLSC pendant 15 ans avec presque, pour la bonne majeure partie, la même équipe de travail, là. Ça a été quelque chose où je trouve que j'ai eu une grande chance là, de pouvoir faire ça parce que, ben justement, d'être avec la même équipe de travail, d'être avec des femmes extraordinaires avec qui je travaillais. Il y a eu quelques hommes, mais on s'entend que c'est jamais la majeure dans ce genre de domaine. Mais des femmes très généreuses, des femmes qui donnent d'elles-mêmes dans ce métier-là, qui accompagnent des personnes dans des contextes là, comme moi. Tu sais, nous, dans le fond, on donne toujours dans un contexte où les gens sont vulnérables, les gens ont besoin d'aide, les gens sont souffrants. Puis davantage dans le département où j'étais, on était avec une clientèle qui vivait vraiment dans des contextes de très grande vulnérabilité, où il y avait souvent des signalements avec la protection de la jeunesse, parce que nous, on offrait des services aux familles, aux enfants qui étaient dans le besoin. Puis c'était des programmes qui pouvaient se donner là, jusqu'à 5 ans, donc on était quand même longtemps dans la vie des clients, de la clientèle. Puis ça a été comme un parcours autant, c'est ça, riche, enrichissant, oui, je répète le même mot, mais en même temps, ça a été souvent très confrontant. Ça travaille beaucoup nos limites personnelles, ça travaille beaucoup l'émotivité, l'empathie, la compassion. Puis de toute façon, je pense qu'il faut en avoir pour choisir ce métier, de la compassion puis de l'empathie, mais je pense que des fois, pour certaines personnes comme moi, je ressens énormément l'énergie des gens, puis ça a été long avant que je le comprenne, puis que je le conscientise, mais je ressens ce que les gens ressentent, ce que les gens vivent, je ressens leurs émotions, je ressens leurs sentiments, puis même souvent, je vais ressentir ce qu'ils pensent déjà.
avant même qu'ils le disent. Puis pour moi, ça a été... c'est ça. Pendant longtemps, je pense que j'avais la force de me protéger de tout ça. J'avais la force de me dégager quand je quittais le travail. J'avais la force d'aller chercher des ressources extérieures pour garder l'équilibre. Mais en 2019, j'ai malheureusement là, fait une grande dépression. Puis officiellement, le mot dépression, c'est mon médecin là, de médecine familiale qui m'a inscrit ça comme diagnostic. Mais le diagnostic que j'ai eu officiel là, par un médecin psychiatre qui a vu l'évaluation là, de la travailleuse sociale qui m'a évaluée et la psychologue qui me suivait, c'était davantage un trauma vicariant que j'ai fait. Un trauma vicariant, là, c'est comme de la fatigue de compassion aussi qu'on utilise beaucoup dans le domaine là, de la relation d'aide. Il y a beaucoup de psychologues qui vivent ça aussi et tous les gens qui vivent dans le domaine de la santé, des services sociaux, puis parfois même dans le réseau scolaire, je pense, ça peut arriver aussi, mais de voir des gens qui sont dans la souffrance, des gens qui sont avec de la grande détresse, qui nous redirigent ça un peu, hein, parce qu'ils nous partagent leur vie, ils nous partagent ce qu'ils vivent, et de les fréquenter de façon régulière, quotidiennement, 5 jours sur 7. Puis après ça, qu'on soit, nous, si on n'est plus capable, là, à un moment donné, de s'en dégager, de s'en défaire, de plus y penser, de se mettre une sorte de bulle, ben c'est sûr que c'est là que ça commence à nous atteindre, nous donner des symptômes de fatigue, difficulté de concentration, irritabilité, difficulté d'avoir un bon jugement aussi. On a tendance à s'isoler. Moi, en 2019, quand j'ai réalisé tout ça, juste de le réaliser, ça a été souffrant aussi, là, parce que quand tu es une travailleuse sociale puis que tu as fait ça toute ta vie d'aider les gens, puis que finalement tu te rends compte que t'es plus en mesure d'aider, c'est quand même un choc. En fait, c'est un gros choc. Puis il y a eu plusieurs chocs là, dans tout le processus que j'ai eu, puis je vais vous le dire dans quelques instants, mais de réaliser aussi que j'avais eu l'impression de rentrer dans un mur, mais sans que personne m'ait vu m'y rendre, puis que personne m'ait averti. Puis ça a été pour moi choquant. Ça a été, j'ai eu comme de la colère parce que je me disais, je travaille dans un monde de relations d'aide, je comprends pas pourquoi les gens autour de moi, ils n'ont pas vu ça, parce que après coup, j'ai été capable de reculer plusieurs mois dans le temps, puis à la limite même plusieurs années où ça s'était installé, cette détresse-là. Ce trauma-là vicariant avec mon humeur qui était plutôt triste, où j'avais plus de plaisir dans la vie, c'était là quand même depuis plusieurs mois avant. J'étais comme choquée de me dire, mais comment ça se fait qu'il y a personne qui a vu ça? Puis tu sais, bon, là, je parle des gens de mon travail, mais je veux dire, je parlais aussi dans... Tu sais, j'ai nommé ça aussi, tu sais, aux gens de mon entourage, là, à mon conjoint, à ma famille, mes amis, mais en même temps, ben, j'ai le goût de vous dire, mon conjoint, c'était pas à ce moment-là, le plus outillé pour tout ce qui est santé mentale, équilibre, etc. Évidemment, il a dû voir là, que j'allais pas bien pendant longtemps, mais en même temps, il devait me faire confiance que j'étais capable de me relever. J'étais quand même suivie par un psychologue aussi. Mais je pense que c'est ça. Quand on fait un deuil comme ça, où on réalise qu'on est tombé, mais tombé comme il faut, c'est clair que dans le cycle du deuil, bien, il y a des moments où on a de la colère, puis on est dans c'est à qui la faute un peu, là. Fait que c'était un peu ça que j'ai vécu au début, de réaliser tout ça. Puis je pense que ce que j'ai trouvé aussi le plus difficile, ça a été à un moment donné de réaliser que je me disais, ben moi, je ne pourrais plus être travailleuse sociale parce que je me sens définitivement trop vulnérable dans mes émotions, dans ma carapace, mes mécanismes de protection. Tu sais, j'en ai comme plus. J'avais l'impression de même plus être capable d'écouter la radio, la télévision, les nouvelles, parce que dès que j'entendais des choses, des nouvelles tristes, des nouvelles négatives, ou même quelqu'un me racontait un événement qui, soit il est arrivé à lui-même, tu sais, dans mes amis, ou à une de ses voisines même, ou à une de ses amies, mais que c'était triste, mais j'étais même plus capable d'entendre ça. Tu sais, j'avais de la difficulté à dire « raconte-moi-le pas ». Mais quand, après ça, je revenais chez moi ou je revenais dans l'auto avec mon conjoint ou n'importe quoi, je disais à mon conjoint,
mon Dieu, puis là, je racontais encore l'événement que la personne m'avait raconté, puis là, j'étais comme, mais ça n'a pas de bon sens, puis là, j'étais envahie par ces émotions-là que j'avais pris de l'autre personne, qui m'avait transféré. Puis tu sais, des fois, la personne qui me racontait ce qui appartenait pas, elle-même n'était pas nécessairement bouleversée, mais ce qu'elle me racontait, je trouvais ça tellement triste que moi, par exemple, tu sais, je partais avec trop d'émotions qui étaient finalement très exagérées par rapport à la situation. Mais c'était ça, là. C'était un peu comme si j'avais des bobos, puis que je m'étais faite comme des bobos au sang, j'avais des gales partout, puis que là, mes gales, à chaque fois que quelqu'un me racontait quelque chose ou que j'écoutais une nouvelle triste, ben c'est comme si je grattais ma gale, tu sais, puis qu'elle ressaignait. Fait que c'était un peu comme tu sais, de l'automutilation quasiment, là, fait que ça, non, il y a été un moment donné, là, pendant cette période-là où j'ai été arrêtée de travailler, moi, pendant plusieurs mois, là, que je trouvais ça très souffrant, là, de vivre, là, à la limite, en société, puis de vivre avec des gens. Fait que c'est pour ça que quand on est en dépression, on s'isole, hein, on s'entend qu'on doit, comme, prendre du recul, puis se guérir, se soigner, se relever. Fait que oui, on est obligé de prendre des outils pour s'en sortir, donc sortir de chez soi, tu sais, on dit voir des gens, mais tu sais, selon, respecter quand même son énergie, respecter son rythme, peut-être faire des courtes périodes, puis moi, je pense que, tu sais, l'essentiel, c'est surtout d'aller dehors, prendre des marches, puis, ou faire du sport pour ceux qui ont un sport puis qui sont capables de le faire, mais tu sais, au début, on est à la base, là, fait que j'ai eu un parcours de travail comme travail social super beau pour vrai. Je peux pas avoir de regrets, là, tu sais, dans le sens où j'ai été extrêmement chanceuse d'être formée. J'ai eu beaucoup de formations, j'ai eu beaucoup d'accompagnement aussi clinique avec un superviseur clinique qui venait de façon régulière pendant plusieurs années, je pense les 7-8 dernières années de mon parcours au CLSC. J'ai eu aussi, on avait une collègue psychologue qui venait nous faire des supervisions de groupe. J'avais mes collègues là, qui étaient là pour me supporter. J'avais de l'accompagnement par nos supérieurs, là, des coordonnatrices, des chefs, puis des réunions d'équipe, évidemment, pour se supporter entre nous. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il n'y avait rien de parfait, puis qu'il n'y en a pas d'emploi de parfait, puis qu'il y a toujours des petits irritants par-ci, par-là. Fait que ça, je dis pas que tout était beau, tout était parfait, mais j'aimais mon travail, j'aimais vraiment mon travail, puis je pensais vraiment terminer mes jours comme travailleuse sociale avec la clientèle, famille, enfance et parents. Tu sais, pour moi, c'était comme pas le rêve de ma vie, mais je veux dire, on aurait dit que c'était pour ça que j'étais née, puis que c'était pour ça que je devais travailler, puis continuer à donner comme de mon temps, puis de ma passion. Quand j'avais travaillé 8 ans avant, j'avais travaillé avec des adultes santé mentale, des enfants. J'avais travaillé autant dans l'enseignement que dans le système de santé. Fait que donc, pour moi, c'était comme un peu semblable tout ça, parce que la santé mentale, je le vivais aussi avec la clientèle que j'avais au CLSC. Les parents avaient besoin beaucoup de support pour leur santé, leur propre santé mentale, puis on les accompagnait dans les habiletés parentales. Donc, c'est sûr qu'on touche à tout quand on est travailleuse sociale comme ça dans un CLSC, on touche à, c'est ça, au rôle parental, à la vie de couple, aux responsabilités parentales aussi, par exemple, tu sais, au logement, à la nourriture, comment être capable de manger, de gérer son budget, d'aller chercher les ressources dont on a besoin quand ça va moins bien, etc. Tu sais, nous, on accompagnait les parents pour devenir autonome, on voulait pas qu'ils soient dépendants de nous toute leur vie, donc on tentait de développer des capacités puis des aptitudes pour qu'ils puissent évoluer seuls puis d'une manière là, saine et équilibrée avec leurs enfants. Puis au niveau des enfants, puis au niveau du développement, ben on était là aussi pour tout ce qui était un bon développement de l'enfant, comment l'accompagner le parent dans la stimulation, etc. Fait que ça aussi, ça venait compléter l'enseignement que je faisais là, dans mes rencontres. J'ai fait des ateliers de groupe, j'ai même été coordonnatrice là, pendant un certain temps, là, quelques années au CLSC là, de mon équipe de travail social. Donc pour moi, ça a été ce qui m'a construit aujourd'hui. Quand j'ai quitté les services sociaux, le réseau de la santé services sociaux, je me suis tournée vers le réseau scolaire où j'avais déjà justement travaillé, où j'avais déjà vécu un beau moment puis un bon moment.
J'ai décidé et puisqu'on avait dans notre province un grand besoin d'enseignants, d'éducateurs spécialisés, etc. dans les écoles parce qu'il y avait pénurie. On était dans la pandémie à ce moment-là. J'ai décidé d'aller enseigner au centre de service scolaire où j'étais, donc dans ma région, puis j'ai vraiment touché à ça. J'ai fait un peu de remplacement pour être éducatrice spécialisée, mais j'ai fait surtout des remplacements pour être enseignante au primaire. Avec les responsables qui nous contactaient pour nous offrir des remplacements, j'ai toujours dit que je souhaitais rester avec les tout-petits, préscolaires, là, maternelle, première, deuxième année. Bon, des fois, je montais jusqu'à troisième année, mais tu sais, je leur disais, moi, là, je veux demeurer professionnelle, je veux demeurer quelqu'un qui va être capable de transmettre de l'enseignement, qui va faire du sens. Donc, je me voyais pas aller, par exemple, plus vers la fin du deuxième cycle ou le troisième cycle, donc les quatrième, cinquième, sixième année du primaire, parce que pour moi, c'était des notions qui étaient un peu plus complexes, puis même la gestion de classe, tout ça, tu sais, je me disais, je préfère rester, mais surtout pour la pédagogie, je préférais rester là, dans le monde des tout-petits. Alors, je me suis écoutée là-dedans. J'ai fait la première année des contrats là, de remplacement. J'ai eu un contrat dans le préscolaire, puis après ça, j'ai eu un contrat dans une école où j'ai remplacé une orthopédagogue. Au départ, j'ai trouvé ça très particulier qu'on me demande de remplacer une orthopédagogue. J'ai vraiment validé avec la directrice en disant, ben vous savez que moi, il n'y a pas si longtemps, je suis travailleuse sociale. Fait que la directrice, elle m'a dit oui, mais moi, je vous ai vu fonctionner, je vous ai vu travailler, j'ai entendu que des bons commentaires, donc j'ai confiance en vous, puis tu sais, je pense que vous êtes dynamique, vous aimez apprendre, puis elle m'avait dit, vous serez pas toute seule, il y a une autre orthopédagogue qui va être là avec vous, va vous accompagner, puis vous allez devoir, tu sais, comme travailler ensemble pour offrir aux enfants le support pédagogique dont ils ont besoin. Donc, bien humblement, j'ai pris ce remplacement-là et j'ai tenté de faire du mieux que je pouvais avec ce que j'avais, mais évidemment, la personne qui était avec moi m'a énormément accompagnée pour offrir du support aux enfants qui en avaient besoin. Là. Tu sais, l'orthopédagogie, c'est qu'on les prend en petits groupes, on les amène dans un local avec nous pour stimuler de l'enseignement là, plus particulier, par exemple en français ou en mathématiques, la plupart du temps en français, pour lesquels ces enfants-là, ils ont des défis. Donc, c'était quand même quelque chose que je me sentais en mesure de faire. Je pense pas que c'était parfait parce que justement, je n'avais pas le bagage prérequis pour faire ça, mais je pense que je l'ai bien fait et vraiment, tu sais, mon souci, c'est toujours de pas juste bien le faire, mais de très bien le faire. Donc, j'ai fait ça. Puis la deuxième année, j'ai eu la chance de faire un contrat toute l'année avec des enfants dans une école alternative de premier cycle. Donc, excusez, ben oui, mon remplacement était de premier cycle. Donc, j'étais avec des enfants de première, deuxième année. Puis pour moi, ça aussi, ça a été extrêmement formateur parce que pour devenir qui je suis aujourd'hui, en fait, c'est que là, j'ai travaillé dans une classe à temps plein avec des enfants, de penser que j'allais accompagner des enfants dans leur évolution. On s'entend que 180 jours d'une vie d'un enfant, quand il est tout petit, c'est beaucoup pour lui, d'apprendre à se gérer quand il a 6 ans, d'apprendre, tu sais, par exemple, il apprenait à lasser ses souliers, s'habiller pour l'hiver. Ils sont pas encore tout autonomes, là, en première année, là. Puis quand tu as des premières années, des deuxièmes années, dans une classe alternative où il n'y a pas de l'enseignement régulier, où on doit nous-mêmes, j'ai le goût de dire, fabriquer notre propre enseignement, on doit créer du matériel, on doit être très créatif, ce qui, heureusement, je suis très créative. Puis, ben, les parents viennent nous accompagner là, dans la classe à l'occasion pour faire de la coéducation, puis nous accompagnent dans d'autres moments de la pédagogie, là, soit à l'extérieur pour des activités ou dans des sorties. Parce que la pédagogie alternative, c'est ce que ça demande aux parents de s'impliquer bénévolement. On doit, nous, comme enseignants, ne pas être trop coincés, trop gênés, trop en manque de confiance parce que, évidemment, les parents viennent dans notre classe puis ils nous observent, on s'entend. Puis, ben moi, j'en avais pas de problème, là. Je me disais, ils vont voir exactement Julie Desjardins, la personne que je suis. Mais pour moi, ça a été aussi des moments de bonheur où j'ai partagé avec des parents fantastiques, avec des enfants, mon Dieu, des enfants, c'est de l'amour sur deux pattes, je trouve. Des enfants, c'est tellement naturel avec nous, c'est tellement spontané, c'est tellement dans le moment présent, c'est aussi authentique et vrai.
oui, ça commence à être teinté malheureusement, des attentes de la société puis de leurs parents qui sont de leurs valeurs, c'est sûr, là, tu sais, on s'entend déjà à cet âge-là, ils ont déjà une très belle intelligence et un bagage, quand même un gros bagage déjà à 6, 7, 8, 9 ans, mais, euh, excusez-moi, je pense que des enfants, ça nous redonne plus qu'on leur donne. Puis pour moi, c'était tellement un cadeau d'avoir la chance que ces parents-là me fassent confiance pour me, me laisser leurs enfants, tu sais, m'abandonner leurs enfants pendant toute la journée dans ma classe. Puis ça a été vraiment... ah, quand j'y repense, là, je me sentais comme sur mon X à ce moment-là dans l'école avec eux, puis j'ai vécu des moments extraordinaires. Je me suis attachée, ça n'avait pas de sens à ces enfants-là, et aux parents aussi. Donc aujourd'hui, avec le temps, c'est sûr que... bon, puis après ça, après 2 ans, j'ai eu l'opportunité d'aller... quelqu'un m'a parlé d'un emploi, puis j'ai finalement transféré pour un emploi d'être conseillère professionnelle là, avec mon bagage comme professionnelle dans le développement des enfants, avec tout ce que j'avais pu acquérir là, comme expérience de travail. Puis, je pense que tout mon parcours professionnel a fait en sorte que justement j'ai une expertise qui s'est développée avec les parents, mais même aussi la femme, parce que j'ai accompagné énormément de femmes. C'est sûr que quand j'allais à domicile voir mes clientes au CLSC, ben, c'était davantage des femmes qui étaient présentes. Il y avait évidemment beaucoup de femmes monoparentales dans des contextes de vulnérabilité, mais les papas, ils n'étaient pas toujours... entre guillemets, volontaire, je vais dire, pour assurer le suivi avec une travailleuse sociale. Donc, s'ils étaient présents, je tentais le plus possible de les impliquer, de communiquer avec eux, etc. Si ben, ils n'étaient pas là quand j'allais, on n'était pas dans l'obligation là, de leur demander d'être présents non plus. On leur disait que c'était favorable, mais par moment, la plupart du temps, je pense 75% du temps, j'avais juste des femmes. Donc, j'ai accompagné énormément de femmes. Donc, de savoir comment une femme peut aller chercher une meilleure version d'elle-même, une meilleure qualité de vie. J'ai vu beaucoup de femmes travailler sur elles-mêmes, je les ai accompagnées. Des mères, donc aussi dans leur rôle de mère, des pères, malgré tout, j'ai été capable d'avoir des super belles relations, des beaux suivis là, qui m'ont apporté énormément avec des papas. J'ai eu des grands-parents aussi que j'ai accompagnés parce que plusieurs grands-parents avaient la garde de leurs petits-enfants, donc qui leur avaient été attribués. Puis nous, on avait le devoir là, de leur offrir des services. J'ai comme finalement développé, avec toute cette expérience-là, un genre de regard bienveillant, mais quand même qui est capable d'aller voir qu'est-ce qui parfois va avoir un déséquilibre là, chez l'autre personne, qu'est-ce qui va manquer un peu pour apporter, par exemple, un peu plus de bonheur aux personnes, qu'est-ce qui va être chambranlant, qu'est-ce qui va avoir besoin d'ajustement. Je le vois rapidement quand je rencontre les gens, c'est quoi là, qui cloche, là, je vais dire ça comme ça, puis c'est pas parce que tout le monde a quelque chose qui cloche, mais en même temps, on a toutes des petites bébites, j'ai le goût de dire, puis les bébites sont nécessaires, là, les côtés sombres, les côtés... de noirceur sont nécessaires là, pour... toutes les personnes ont besoin d'un côté sombre pour avoir un côté lumineux, très lumineux, parce que un côté sombre, c'est quand on peut être souffrant, c'est ce qu'on va chercher quand on est des fois dans la survie, c'est sûr que c'est nécessaire, mais des fois, il y a des personnes qui, en souffrance, justement, tu sais, vont dégager ce côté sombre-là, puis à d'autres moments, ben, il y a des gens qui ne le savent pas, mais ça va paraître vraiment beaucoup. Donc moi, j'ai vraiment une capacité de ressentir et de voir, pas d'aller voir, mais de le voir de façon spontanée, de lire les gens facilement. Donc de ressentir et de lire les gens facilement, pour moi, ça fait partie de qui je suis, puis ça fait partie de mes forces et de mes... Puis des fois, je dirais de mes défis, là, aussi. Des fois, ça fait partie d'une sorte de pas faiblesse, mais des fois, ça m'amène de la fatigue parce que, justement, il y a des moments où je vais avoir plus de difficultés à mettre mes limites, plus de difficultés à faire ma propre bulle. Puis, ben, en fait, c'est ça aussi qui m'a amené en dépression. C'est ça qui m'a amené à m'arrêter puis à pleurer en petite boule le soir dans ma douche là, pendant plusieurs semaines parce que je ressentais trop
leur souffrance. Puis même si mes clientes me parlaient pas de leur souffrance à ce moment-là, tout ce que j'observais de défaillant, je vais dire ça comme ça, ou de brisé, je voyais bien qu'il y avait beaucoup de réparations à faire, puis par moments, je me disais, mon Dieu, comment je vais faire pour les accompagner? Puis à la fin, chaque journée que j'allais travailler, je me disais, mais comment je vais faire pour les aider? Je peux plus les aider. Ce qui était pour moi dans ce contexte-là avait été difficile, c'était que nos services avaient énormément changé. Il y avait eu une réforme dans le système de santé et services sociaux, puis nos services avaient beaucoup changé, s'étaient modifiés, puis je me voyais dans souvent des impasses où je ne pouvais pas rediriger ma clientèle vers des services qui leur auraient été plus bénéfiques que les miens, ou à tout de moins que je ne sois pas toute seule avec eux, puis qu'ils puissent avoir des spécialistes, mais je ne pouvais pas les rediriger, par exemple, dans les équipes de santé mentale, dans les équipes de dépendance, dans les équipes avec des gens qui s'occupent des personnes, de la clientèle déficiente, intellectuellement ou physiquement, ou etc. Donc, moi, je ressentais tout ce poids-là sur mes épaules que je devais assumer seule. Puis, je trouvais ça extrêmement lourd parce que je me disais, mais je peux pas. Puis, ben c'est ça, je n'étais plus capable de mettre ma propre carapace de protection. Fait qu'encore aujourd'hui, ça m'arrive de ressentir que ma carapace, ça va être fragile, tu sais, que ma petite bulle, là, est mince, mettons. Puis dans ce temps-là, ben là, j'ai des signaux d'alarme qui se mettent en action plus vite. Quand j'ai fait la dépression, ben j'ai pas eu... Ces signaux-là, en fait, je les avais, mais je les ai pas écoutés. Moi, j'ai fait des crises de panique très particulières, là, des crises de panique que j'aurais jamais pensé que c'était des crises de panique là, au début. À la fin, je le savais, mais quand je les ai commencées pendant plusieurs mois, que j'en ai fait, puis que je me questionnais, je me disais, mon Dieu, tu sais, c'est quoi ça, cette affaire-là? Je vais vous les décrire, mais pour moi, j'avais pas nécessairement entendu des gens faire des crises de panique comme ça, fait qu'on dirait que j'ai pas... Ça a été long avant que j'allume de me dire, oui, c'est des crises de panique. Puis même quand j'ai su que c'était ça, je n'ai pas mis des choses en place pour modifier ma façon de vivre avec mon travail, dans mon travail, quotidiennement au travail, en tout cas pas suffisamment pour être capable de garder un recul puis de me protéger. D'ailleurs, même c'est ça, j'ai sombré, j'ai arrêté de prendre mes dîners, comme je disais tantôt, les symptômes, je me suis isolée, j'étais de plus en plus fatiguée. Nous, on parlait de voyage à la maison avec mon conjoint, n'importe quel voyage, il n'y avait rien qui me tentait, je me disais toujours comme dans ma tête, « Oh mon Dieu, juste faire les bagages, je trouvais ça lourd et difficile. » Fait que oui, j'avais comme le goût d'aller en voyage, mais on dirait que tout le contexte du voyage, de pas être chez moi, de faire les bagages, je voyais ça comme épuisant. Fait que c'est un peu ça que j'aurais tous ces signes-là que j'aurais dû écouter. Évidemment, je mangeais plus à des heures régulières, je mangeais peut-être pas toujours les mêmes choses, je mangeais pas nécessairement mauvais, là, j'ai jamais mangé nécessairement de la mauvaise nourriture, mais c'était clair que je voyais qu'il y avait des changements dans ma qualité de nourriture. Tu sais, par exemple, je m'amenais une petite canne de thon, mais avec 2-3 concombres, puis je mangeais ça tout seul sans nécessairement penser que j'allais me faire un vrai dîner. Puis ça, ben, c'est parce que j'en ai mangé juste trop souvent. Tu sais, quand tu fais ça une fois de temps en temps, ça va, mais quand tu fais ça tous les jours de la semaine pendant plusieurs semaines, ben, à un moment donné, ça marche pas. Ton corps, il peut pas fonctionner avec des repas là, qui sont pas vides, mais en tout cas, qui sont pas sains. Puis, ben, l'isolement de jour au travail, mais je le faisais aussi le soir, la fin de semaine. Tu sais, je voyais de moins en moins mes amis. Je faisais pas d'activité pour moi-même, pas de sport. Je faisais plus de sport, ouais. Je m'étais blessée, c'est vrai, au pied en faisant du jogging comme 2 ans avant. Puis, j'avais arrêté le jogging. Fait que, puis, j'avais arrêté donc aussi les cours en groupe là, de cardio, là, je sais pas trop, là, en tout cas que je faisais plein d'affaires de même. Fait qu'il y avait comme plus rien qui me plaisait non plus, il y avait plus rien qui me tentait, fait que je faisais plus de sport. Je pense que je méditais presque plus non plus parce que j'avais l'habitude de méditer beaucoup, puis je méditais plus. Quand je me suis arrêtée, ça a pris quand même un bon 4 mois, mais j'ai commencé à utiliser les arts. J'étais déjà une personne artistique, j'étais déjà une personne qui avait déjà utilisé les arts là, quand je filais moins bien, quand j'avais eu des périodes plus difficiles dans ma vie, mais jamais pour dire que ça faisait partie de mon quotidien puis que je l'exploite d'une manière plus, je
je sais pas comment dire, mais en fait, justement, peut-être l'exploiter davantage que juste dire, ben je m'assois, je fais une couple de petites affaires, puis moins sérieusement, je vais dire. Je sais pas comment l'expliquer, mais on dirait que, ben en fait, oui, je le sais exactement comment le dire, c'est que aujourd'hui, moi, je vais décrire l'art, puis plusieurs autres outils aussi, comme de l'art conscient. Ouais, c'est exactement ça. La différence, c'est qu'aujourd'hui, quand je fais de l'art, je suis vraiment davantage dans la conscience et dans la présence, ce qui fait en sorte que j'ai une meilleure qualité de moment avec moi-même et que je bénéficie davantage de ce moment-là. Puis ça, je vais justement en reparler à un autre moment donné, mais clairement que c'est la grande différence d'aujourd'hui. Puis dans cette période-là où j'ai été arrêtée, donc j'ai utilisé l'art, j'ai remis en place la méditation là, de façon quotidienne et 2 fois par jour. Dans ce temps-là, tu sais, justement, j'avais beaucoup de temps, fait que je pouvais le faire là, comme je le voulais. Puis j'ai découvert beaucoup à ce moment-là aussi la respiration consciente, ce que j'applique encore plus aujourd'hui, puis d'une façon différente. Ça fera partie aussi d'un autre épisode de podcast. L'écriture matinale que j'ai partagée dans un autre épisode que j'ai fait en audio, là, en projet pilote, si je peux dire ça comme ça. Je le repartagerai à un moment donné en nouvelle version. L'écriture créative, l'écriture matinale, ça, c'est quelque chose qui est sacré pour moi le matin. Puis, qu'est-ce que j'ai ressorti aussi? Ben, en fait, c'est un mode de vie différent que j'ai aujourd'hui après la dépression. Clairement que ça a changé ma personnalité, ça a changé qui j'étais. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient dire, surtout à mon travail que j'avais avant, on a connu Julie Desjardins avant, puis après, ben, on l'a perdu de vue, puis c'est plus la même personne. Ça, c'est clair qu'il y a des gens qui peuvent se dire là, ça. Il y a des gens qui, en fait, que j'ai coupé tout contact, que je voyais avant ma dépression, puis que je ne vois plus aujourd'hui. Il y en a par moments que je m'ennuie, que je pense beaucoup à eux, qui me manquent. Mais je me dis que les personnes qui ont à revenir dans notre vie, ils reviennent au bon moment, que la vie est bien faite, puis est bien faite, puis elle va planifier pour nous toujours les bonnes choses. Fait que je pense que qu'est-ce qui arrive, c'est dû pour arriver. Fait que pour ça, je me pose pas trop de questions. Mais clairement que j'étais une personne avant, puis après la dépression, là, je dirais à partir de 2019, en fait 2020-2021, quand j'ai remonté la pente puis que je me suis remis debout, quand j'ai commencé à remarcher et à réaffronter la vie, ben là, je pense que j'étais vraiment quelqu'un d'autre, une nouvelle Julie. Puis aujourd'hui, comme plusieurs personnes qui ont passé à travers une dépression, tu sais, on le sait que ça nous apporte vraiment une nouvelle façon de vivre, une meilleure version de nous-mêmes parce qu'on veut plus aller dans cet état-là. Puis on a un regard sur la vie, mais sur les événements, les situations, sur les choses, tu sais, ce qui arrive de plus difficile, vraiment différent. Puis en tout cas pour moi, clairement que c'est aussi d'avoir le système d'alarme donc plus aiguisé. Puis ce que je veux aujourd'hui à travers les épisodes que je vais partager dans mes podcasts, c'est vraiment de pouvoir dire aux gens si vous ressentez des symptômes qui vous ressemblent pas, puis s'il y a des gens qui vous font voir des symptômes qui vous ressemblent pas, ou si des gens qui vous donnent des petits signaux d'alarme, de dire de faire attention ou qui se soucient de vous, de les écouter, parce que c'est sûr que, bon, je peux pas... Moi, j'essaie vraiment de rien regretter dans ma vie, donc je peux pas dire que je regrette cet épisode-là, mais quand on pense qu'on pourrait l'éviter, ben peut-être qu'on dirait, ben moi j'ai envie de vous dire, évitez-le, là. La dépression, c'est jamais nécessairement quelque chose qu'on veut vivre dans notre vie. Donc, mes épisodes, ça sert à trouver des petits outils de quotidien parce que même si tu te sens pas en dépression, même si tu te sens pas déprimée, dépressive, même si tu sens que tu vas bien, ben d'être alerte à maintenir ce bonheur-là, maintenir ta capacité de prendre soin de toi, d'être la personne la plus importante dans ta vie parce que oui, même si tu as un conjoint ou des enfants,
ben, tu sais, c'est important de prendre soin de toi en premier. Comme tout le monde connaît l'histoire de l'avion, là, quand tu prends l'avion, les hôtesses de l'air, au début, te font un enseignement pour, si jamais il arrive quelque chose, les masques vont tomber du plafond, puis tu vas devoir mettre ton masque en premier d'oxygène avant tout, avant de le mettre à ton enfant, par exemple, ou à quelqu'un à côté de toi, parce que si toi, tu respires plus, tu ne pourras plus aider personne. Donc, si tu tombes évanoui, tu ne pourras pas aider ton enfant. Fait que l'idée de mettre son masque en premier, c'est ça. Puis cet exemple-là, il est vraiment un bel exemple pour démontrer que dans la vie, tu sais, si toi, tu respires plus, si toi, tu vas pas bien, ben tu pourras pas être présente pour les gens que tu aimes. Donc, ni pour ton conjoint, ni pour tes enfants, ou ni pour tes parents, ou ni pour n'importe qui qui va avoir besoin de toi, puis pour lesquels tu voudrais donner du temps, puis une qualité de présence. Fait que c'est sûr que de te donner cet oxygène-là, de te donner ce dont tu as besoin pour être en équilibre, c'est nécessaire de l'avoir en tête, mais de l'appliquer. Puis je vais souvent revenir, et ça va être aussi faire partie d'un épisode complet sur l'aspect de la discipline, parce que dans la vie, pour avoir un équilibre, ben nécessairement, il faut une discipline. Le mot discipline peut paraître négatif, mais pour moi, est devenu très positif parce que c'est pas juste de voir la discipline, mettons, d'un parent avec son enfant ou la discipline militaire, ou tu sais, c'est pas ça, mais c'est d'avoir sa propre discipline pour être capable de maintenir des routines, des rituels, ou en tout cas d'implanter dans sa vie tout ce qu'il nous faut pour rester vraiment en santé mentale, en santé physique, équilibré, mais plus que ça, d'aller vraiment, je dis pas vers un 100% de bonheur parce que pour moi, ça n'existe pas. Puis justement, tu sais, j'ai vraiment envie de parler des vraies choses, de nommer que je vous parlerai pas des 6 clés du bonheur, puis des 4 piliers qu'il vous faut dans votre vie pour être heureux à tout jamais, puis que si vous faites ça, vous allez toujours être heureux. Puis non, pour moi, là, encore régulièrement, j'ai des journées où je me sens pas bien. Mais si je vous fais un topo général, je vais bien, je vais très très bien, ne vous inquiétez pas, mais clairement que je suis une très belle humaine et que j'ai toutes sortes de couleurs en moi et toutes sortes de couleurs que je vis tous les jours. Donc oui, il y a des journées où je me sens triste, malheureuse, pas bien parce que cette journée-là, tu sais, il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis pour moi, c'est rendu mes signaux d'alarme. C'est rendu que si cette journée-là, je ressens une humeur qui me rend tristounet, qui me rend que je vais... Puis pour ça qu'aujourd'hui, j'aime utiliser le mot « malheureuse » parce que j'ai pas de la peine, tu sais, je suis pas triste de quelque chose qui est arrivé. C'est comme je ressens quelque chose à l'intérieur de moi cette journée-là ou à ce moment-là, parce que souvent ça passe aussi. Puis je vais dire « Ah, je me sens comme malheureuse », mais je regarde c'est quoi, je l'observe, puis je suis capable rapidement de pouvoir agir. Fait que c'est ça que j'ai envie de vous amener à faire, c'est de développer votre radar, vous aussi, à comment je peux détecter, comment je peux donc appliquer une routine et une discipline, puis comment je pourrais donc agir plus vite, puis intervenir sur ma vie plus rapidement pour garder un équilibre. Donc oui, vivre des hauts et des bas, mais pas dans l'extrême. Fait que c'est un peu ça que je vais vous amener à vivre à travers à réfléchir à travers mes épisodes, à pouvoir vous reposer, tu sais, vous poser des questions sur des choses que vous faites déjà, des choses que vous vivez au quotidien en vous levant toute la journée puis que vous avez peut-être jamais remis en question, bien, j'ai envie de vous poser pas des questions, mais je vais vous amener sur des sujets puis vous allez pouvoir comme prendre le temps de réfléchir à ça puis dire « Ouais, OK, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais pas ça? Comme, est-ce que ça me tente? Est-ce que ça me tente pas? Est-ce que j'ai le goût de l'appliquer dans ma vie? Est-ce que j'ai le goût de modifier quelque chose? » Fait que, tu sais, mon objectif, ça va être vraiment de vous partager des outils, des astuces, de vous partager des moments, des exemples de ma vie aussi pour que vous puissiez faire référence ou à des gens que j'ai déjà accompagnés, puis des gens que j'ai connus ou que je connais encore qui me racontent des choses, puis souvent, je vais aller chercher des petites bribes de leur échange que j'ai eu, puis je me sers de ça pour justement créer tout un épisode, puis un sujet. Donc, parce que des exemples, souvent, ça amène plus un contenu clair, là, faire référence à la personne qui m'écoute. Alors, je vous invite à, justement, peut-être aller voir où est-ce que vous allez pouvoir vous abonner, mais sinon, là, je suis très contente de partager avec vous, moi, via un micro. Vous savez que ça, les gens qui font les podcasts, c'est de façon bénévole, du temps qu'ils prennent pour venir devant leur micro, partager leur passion. Puis moi, pour moi, partager mes outils, mes astuces, mes trucs, mes moyens, appelez ça comme vous voulez, ben
pour moi, c'est une passion parce que je ne pensais pas pouvoir continuer une vie finalement à ne pas penser que j'allais continuer à aider des gens dans leur souffrance ou en tout cas, parce que je le fais pas nécessairement à petite échelle là en ce moment. Individuellement, je le fais plus, mais je veux que les gens puissent prendre des écouteurs, partir, prendre une marche ou quelque chose, puis ou faire leur ménage, je sais pas, mais mettre des écouteurs puis m'écouter puis de dire ah ok c'est vrai j'avais pas vu ça comme ça ou ah oui ça j'avais pas pensé à ça, c'est un bon truc, un bon outil. Alors voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez avoir le goût d'écouter des prochains épisodes, puis ben, je vous reparle très très bientôt dans un prochain épisode, puis je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye!